Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre flash information de ce lundi 11 janvier avec une page consacrée à l'Égypte. Commençons avec cette attaque au couteau vendredi dans l'hôtel Bella Vista à Hurghada. Selon le ministre du Tourisme Hicham Zazou, l'enquête se poursuit concernant l'attaque de vendredi. Ce que l'on sait déjà, c'est que 2 assaillants armés de couteaux ont poignardé 2 touristes autrichiens ainsi qu'un touriste suédois, ne les blessant que légèrement. L'un des 2 assaillants, un étudiant égyptien d'une vingtaine d'années, a été abattu par la police. Le second a été grièvement blessé. L'attaque contre l'hôtel de Hurghada est survenue un jour seulement après qu'un hôtel du Caire a été la cible notamment de tirs de chevrotine. Un incident dont les circonstances restent confuses et revendiquées par l'État islamique. Concernant Hurghada, les 2 assaillants seraient vraisemblablement entrés dans l'hôtel par le restaurant de l'établissement La Luna. Je propose d'écouter ces témoignages de 2 chefs de cet établissement. La porte est ouverte et un homme est apparu avec un couteau et un autre assaillant portait un pistolet. Ils ont lancé « Il n'y a de Dieu que Dieu » et « Ne bougez pas ». Le premier a attaqué un client attablé avec un couteau et l'a poignardé 4 fois avant de le plaquer au sol. L'autre a tiré en l'air et a lancé « Ne bougez pas, nous allons faire exploser cet endroit ». On observait la scène depuis la terrasse. Ils essayaient de tirer des coups de feu sur les agents de la sécurité avant de se rendre au hall. Le premier est apparu avec un drapeau en scandant « Il n'y a de Dieu que Dieu » et l'autre brandissait un pistolet. Ce dernier était muni d'une télécommande pour se faire exploser. L'attaque de cette station balnéaire située sur la mer Rouge porte un nouveau coup dur au tourisme en Égypte. Pour rappel, l'explosion fin octobre d'un avion de tourisme russe en plein vol dans le Sinaï et revendiquée par l'État islamique avait déjà fait 224 morts. L'état de santé des 3 touristes qui ont été blessés vendredi est stable, comme en atteste le ministre égyptien du tourisme qui leur a rendu visite samedi. Il donne quelques détails également sur l'enquête en cours. Les 2 assaillants avaient agi seuls. Ils ne font pas partie d'une organisation. L'enquête se poursuit. Nous attendons avec intérêt de connaître les détails de l'affaire. L'Égypte et le gouvernement vont faire preuve d'une grande transparence à ce sujet. Le ministre égyptien du Tourisme qui a par ailleurs déclaré que les motivations des attaquants, qu'il décrit comme des amateurs, ne sont pas encore claires à ce stade de l'enquête. Restons en Égypte où le nouveau Parlement a tenu sa toute première session depuis sa dissolution en 2012. L'Assemblée, alors dominée par la confrérie des frères musulmans de Mohamed Morsi, avait été dissoute par la Cour constitutionnelle à cause d'un vice juridique. Dimanche, les députés égyptiens, très largement acquis à la cause du nouveau président Abdel Fattah al-Sisi, se sont donc réunis au Caire. Lors de cette session, qui a été retransmise à la télévision publique, les députés ont prêté serment les uns après les autres. Ils doivent ensuite encore élire le président de la Chambre ainsi que ses 2 adjoints. Les députés égyptiens ont encore du pain sur la planche. Écoutez 2 d'entre eux qui décrivent leur plan de travail. Le plus important pour nous consiste à ratifier plus de 300 projets de loi dans les 15 prochains jours. Nous avons décidé de travailler jour et nuit pour les ratifier. Il faut que les députés discutent des projets de loi en suspens pendant les 15 premiers jours du mandat du Parlement. Et refermons cette page égyptienne avec un mot de justice. La Cour de cassation a rejeté samedi le pourvoi en appel de l'ancien président Hosni Moubarak ainsi que ses 2 fils, condamnés dans une affaire de corruption. Ce jugement confirme donc la peine de 3 ans de prison dont ils avaient écopé. En Afrique de l'Ouest, une ressortissante suisse a été enlevée dans la nuit de jeudi à vendredi dernier à Tombouctou, au Mali. Vendredi soir, l'enlèvement de Béatrice Stockley n'avait pas encore été revendiqué. En tout cas, selon un responsable du gouvernorat de Tombouctou, la Suissesse aurait été enlevée chez elle par des hommes armés. De sources militaires, il pourrait s'agir de terroristes djihadistes. Précisons que Béatrice Stockley, qui vit à Tombouctou depuis plusieurs années maintenant, avait déjà été enlevée par des djihadistes en 2012. Sa libération par le groupe islamiste Ansar Dine était intervenue grâce à une médiation du Burkina Faso. Les djihadistes avaient porté comme condition qu'elle ne revienne plus à Tombouctou, jugeant qu'elle profitait de la pauvreté et de l'ignorance des enfants.
La Suissesse enlevée, qui revendique sa foi chrétienne, est très impliquée dans les affaires sociales. Sa détermination à rester à Tombouctou était parfois assimilée à un manque criant de vigilance. Je vous propose d'écouter ce témoignage d'un pasteur. Elle est toujours restée à Tombouctou. Quand bien même à un certain moment, je la suivais. Parce que le consulat suisse m'a demandé de la suivre un peu. Et je la suivais vraiment, je faisais de mon mieux, mais ce n'est pas chose facile. Elle est dans les quartiers d'Abaradjou, un quartier qui n'est pas très facile aussi. Et c'est là qu'elle a choisi, et c'est là aussi qu'elle a été enlevée la première fois. Elle est revenue sur le même lieu encore. Ses parents sont venus la chercher pour qu'elle rentre en Suisse, mais elle dit il n'est pas question. Elle est vraiment, elle aime l'Afrique c'est tout. Et précisément Tombouctou. Elle veut vraiment Tombouctou, elle aime Tombouctou. Elle a été imprudente, je ne suis pas le seul à le dire, c'est presque toute la ville de Tombouctou qui le dit. Elle a été vraiment imprudente. Et je peux vous dire que c'est ça son problème. Quand elle ne veut pas les conseils des personnes, elle fait ce qu'elle veut. Voilà pourquoi la dernière fois on s'est séparés et la mission Vie Nouvelle aussi s'est séparée d'elle. Et donc finalement elle est restée seule. Elle travaille avec les enfants, les femmes, les commerçants. Restons en Afrique de l'Ouest, direction le Bénin, où a été célébrée ce week-end la 23e fête du Vaudou. Dans le pays, la date du 11 janvier est fériée depuis plusieurs années déjà, afin que tous les Béninois célèbrent les religions endogènes. Cette année encore, la tradition a été respectée et les adeptes des différentes divinités du Vaudou ont pu vanter les mérites de leur dieu protecteur. Romuald de Vissot, notre correspondant à Cotonou, nous amène à la découverte de la divinité Atingali, importée du Ghana. C'est le 10 janvier dans le 6e arrondissement de Cotonou. Les adeptes de toutes les divinités ont rallié le carrefour Sainte-Cécile pour la célébration des religions endogènes. Sur le site, il est facile de reconnaître les initiés du vaudou Atingali à travers leurs danses et leurs pratiques. Cette divinité, dit-on, est spécialisée dans la lutte contre la sorcellerie africaine. Les sorcelleries là, ils n'aiment pas du tout. Ça là, c'est jamais vu. Si tu as sorcellerie dans ton mêlée, Atingali est là, la sorcellerie descend. Les adeptes d'Atingali ne peuvent se séparer de leurs bouteilles de parfum, de boîtes de poudre et des bougies de diverses couleurs. Pour eux, Atingali est un dieu protecteur et bienfaiteur. Témoignage de Roselyne. Je ne suis pas née de Atingali, je suis malade et je suis venue d'Atingali. Atingali m'a guéri. Il a fait que je vis maintenant, donc je le félicite. C'est pourquoi on dit Kelou, et moi-même je dis Kelou. Le Bénin est à la veille des consultations électorales. Les autorités de Cotonou profitent de cette occasion pour demander aux pratiquants des religions traditionnelles de faire la culture de la paix. En République centrafricaine, alors que le scrutin présidentiel attend toujours le dénouement de qui sera élu président au second tour le 31 janvier prochain, eh bien les citoyens de la capitale continuent de se mobiliser pour le retour définitif de la paix. À Bangui, un défilé de mode s'est tenu ce samedi, organisé par la styliste centrafricaine Diane Gradiela Pefio. Eh bien, l'événement, qui a eu lieu dans les locaux du Conseil national de transition, avait pour but de promouvoir la paix ainsi que la réconciliation dans ce pays qui, on vous le rappelle, est frappé par une crise politico-confessionnelle depuis maintenant 3 ans. Écoutez ces déclarations de plusieurs personnes du milieu de la mode qui étaient impliquées dans ce projet présenté à Bangui ce week-end. Merci pour votre présence, d'être là avec nous pour célébrer une fois de plus encore la paix en République centrafricaine. C'est pour amener la paix par la mode. Vous savez, notre pays vient de traverser un moment difficile, donc on voulait faire des manifestations comme ça pour montrer au monde entier qu'à part les âmes, il y a des Centrafricaines qui peuvent faire quelque chose. On voulait raconter toutes les Centrafricains qui sont de l'Est, Nord et Sud. La culture, c'est une clé de notre pays, quoi. Ça peut ouvrir l'ouverture quelque part pour que nos pays sortent dans la guerre, quoi. On dit qu'il rien n'est impossible à Dieu. En tout cas, je crois à Dieu que la paix va revenir. Il suffit que nous, les peuples centrafricains, on s'entende entre nous. Parce que si on s'entend entre nous, la paix va revenir vite. En Somalie, 2 décennies de guerre ont laissé en ruine les élégantes villas coloniales du pays. Mais dans la capitale Mogadiscio, eh bien, de nouveaux projets immobiliers commencent à émerger du chaos. Reportage. Après 2 décennies de guerre civile, les maisons de Mogadiscio sont en ruine. Mais aujourd'hui, de nouvelles constructions voient le jour. À quelques kilomètres de la capitale somalienne, de grandes villas sont sorties de terre grâce à un projet immobilier financé par la banque Somalie Salam.
L'objectif de ce projet est très simple. Créer un nouveau quartier pour tous les Somaliens, qu'ils puissent acheter des maisons à des prix accessibles, quitter les quartiers surpeuplés de Mogadiscio et venir se reposer ici avec leur famille. Un projet évalué à un peu plus de 18 millions d'euros. Aujourd'hui, une cinquantaine de maisons sont sur le marché. Il faut compter 130 000 euros pour une maison sur 2 étages et 70 000 euros pour une plus petite. Les promoteurs espèrent construire plus de 500 villas avec comme argument de vente la sécurité. C'est un endroit très sécurisé ici, il n'y a vraiment aucun problème. Cela fait plus d'1 an que nous avons commencé ce projet et nous n'avons jamais été confrontés à de l'insécurité. Une certaine tranquillité dans une ville où les voitures piégées et les attentats suicides sont toujours fréquents. La Somalie connaît de violentes attaques perpétrées par les Shebab, un groupe militant islamiste. Chassé depuis mi-2011 de Mogadiscio, il contrôle toujours de larges zones rurales. Abdikadar Jimal a 34 ans, il a fui la Somalie en 1993. Aujourd'hui, il a souhaité revenir vivre dans son pays. Cela fait longtemps que je ne suis plus en Somalie, parce que j'ai fui quand j'étais enfant. J'étais en dehors du pays pendant 24 ans, maintenant je suis revenu, parce que tout le monde a besoin de son pays. Et le pays a fait des progrès. Je dois faire partie de ce progrès. Et tout le monde devrait pouvoir avoir une maison. Ces maisons sont une opportunité d'investissement pour la diaspora somalienne qui a pu gagner de l'argent en Europe. Mais pour les Somaliens restés dans le pays, c'est une somme inaccessible. D'après la Banque mondiale, la Somalie reste l'un des pays les plus pauvres au monde, avec un PIB par habitant de $284. Nombreux sont ceux qui vivent encore dans des maisons en tôle ou des immeubles en ruine. Mais ce nouveau quartier reste malgré tout un signe que le pays tente de se reconstruire petit à petit. Terminons ce flash information de ce lundi 11 janvier à l'international avec cette nouvelle qui endeuille le monde de la musique. Alors qu'il avait sorti son tout nouvel album Black Star vendredi dernier, le jour de ses 69 ans, la star britannique David Bowie vient de décéder. Le chanteur londonien légendaire, auteur notamment des tubes Life on Mars ou encore Heroes et interprète du personnage androgyne Ziggy Stardust, est décédé dimanche. L'annonce de sa mort a été faite ce matin sur les comptes officiels sur ses réseaux sociaux et confirmée par son fils Duncan Jones. Le message annonce que David Bowie est mort paisiblement, entouré par sa famille, après avoir mené une bataille contre le cancer depuis 18 mois. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash du lundi 11 janvier. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain mardi pour votre prochain point quotidien sur l'actualité. D'ici là, passez une très bonne journée et bonne suite de programme sur Vox Africa.